On peut parler un peu lithique si vous voulez. Oui. Transition. Tout à fait, encore une Transition fois. vraiment au top niveau incroyable. Hein. Alors aujourd'hui, c'est une chronique un peu conceptuelle, bon, on verra. On verra pour la suite. Parfois, la solution d'un problème qui peut nous paraître logique n'est pas nécessairement la bonne. Et cela peut être le cas lorsque des connaissances sont manquantes ou inaccessibles. Nous comblons les vides avec ce que l'on comprend et savons du monde qui nous entoure à un instant T, et trouvons une solution qui nous paraît sensée. Nous avons vu les possibles méprises que cela peut engendrer, comme avec les ânes espagnols qui parviennent à tromper un algorithme en faisant passer des pierres qu'elles ont taillées pour les premiers outils de l'humanité. Oui. Et si cette phrase n'a aucun sens pour vous, c'est que vous n'avez probablement pas écouté ma précédente chronique. En tout cas, sans parfois maîtriser l'ensemble des données contextuelles d'une situation, la logique peut être mise à défaut. Et l'une des causes est le biais de confirmation ou le fait de se contenter de données qui ne vont que dans le sens de notre point de vue et qui confirment notre intuition. On en avait un petit peu parlé, il me semble, lors de la chronique sur le complotisme en archéologie, et c'est un autre exemple que je vous propose aujourd'hui. Donc comme tu l'as dit Marc, on va rester dans le thème des artefacts lithiques avec un nouvel article du Journal of Archaeological Science Reports de 2020, écrit par l'archéomètre Matthew Bollinger, ou en français Matthew Boulanger, de la Southern Methodist University, qui est un établissement, ma foi, fort pittoresque, avec 91% d'étudiants issus des classes aisées et 5% d'étudiants noirs, qui a vu passer un nombre tout à fait impressionnant de représentants du parti républicain, ainsi que la femme de George W. Bush. D'ailleurs, sur Ah le ouais. campus, vous pouvez même faire un tour dans le musée-bibliothèque universitaire George W. Bush. Bienvenue au Texas! Yes. Alors, je vous donne ces infos de manière totalement gratuite, c'est juste pour l'anecdote. Bien entendu, ça n'a aucun rapport avec ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, je vous rassure, Matthew Bollinger est un chercheur aussi fiable qu'un autre. Je ne vais pas vous donner le titre de l'article pour l'instant parce qu'il spoile pas mal. Je vais juste vous raconter les circonstances de la découverte d'un artefact et vous allez me dire, selon vous, la méthodologie qui vous paraît la plus fiable pour tenter de le comprendre. Vous pourrez ensuite formuler une hypothèse que nous comparerons à celle d'un pseudo-archéologue et à celle de l'archéomètre, auteur de l'article. Voilà donc notre situation de départ. Nous sommes en 2009, au niveau du cratère volcanique de Haleakala, sur l'île de Maui, dans l'archipel de Hawaï. Un groupe de randonneurs déclare avoir découvert un large objet en obsidienne, de forme triangulaire, d'environ 8 cm sur 6, gisant à la surface du sol et manifestement travaillé par une main humaine. Il est rapidement considéré comme une pointe de lance ou de projectile. L'un des randonneurs affirme que l'artefact était couvert de boue, et qu'après l'avoir récupéré, il l'a nettoyé avec de l'alcool provenant de son kit de premier secours. Ils disent ensuite qu'ils l'ont emporté avec eux et signalé le lendemain au personnel du National Park Service, ou NPS, qui s'occupe des lieux. Apparemment, un représentant du NPS s'est montré sceptique quant à leur découverte, et dans le doute, les a encouragés à la rapporter dans le parc. Mais au lieu de cela, les randonneurs ont choisi de garder l'objet pour eux. L'un d'entre eux s'est même fait tatouer la pointe d'obsidienne sur sa poitrine, tandis qu'un autre l'a placé dans ce qu'il appelle son hôtel d'arts martiaux en guise de souvenir. Environ un an plus tard, les randonneurs ont montré le spécimen au Dr Janet Six, archéologue à l'université Hawaii Maui College. Entre 2010 et 2013, Janet Six a montré la pointe de lance à ses étudiants. L'un d'entre eux a contacté Scott Walter, un animateur télé, podcasteur et auteur qui se décrit lui-même comme Forensic Geologist. Donc j'imagine en français géologue judiciaire. Sa spécialité, c'est de faire dans le sensationnel et de dévoiler de supposés complots archéologiques cachés au grand public. L'étudiant a souhaité que Walter puisse étudier l'artefact, parce que pour lui, il s'agit d'une preuve possible d'un contact précolombien entre la Polynésie et l'Amérique. Une émission de télé a été réalisée par Walter et tournée en 2013 à cette occasion. Et du coup, le parc national a pu récupérer l'artefact. En parallèle, le Missouri Research Reactor Archaeometry Laboratory a été contacté peu de temps après pour fournir une analyse indépendante. Et c'est comme ça que l'archéomètre auteur de cette étude, Matthew Bollinger, entre dans la partie. Voici pour les éléments généraux.
Vous avez compris que l'on a ici plusieurs problèmes qui complexifient l'affaire. Tout d'abord, l'artefact se retrouve hors contexte archéologique. Il a été prélevé du lieu de sa découverte, ce qui empêche d'utiliser les méthodes classiques de l'archéologie. Et ensuite, une hypothèse de départ a été formulée. Il pourrait s'agir d'une possible preuve de contact précolombien entre des populations polynésiennes et américaines. Maintenant, je vous laisse prendre les choses en main. C'est vous qui allez mener l'enquête. Selon vous, comment procéderiez-vous pour obtenir des informations qui vous sembleraient fiables, et surtout pourquoi ? Ne vous inquiétez pas pour les connaissances propres, les noms précis des méthodes et des techniques et des résultats. En fait, je vous apporterai les détails au fur et à mesure en fonction de vos choix. L'essentiel étant de parler de la démarche que vous mettriez en place. Vous pourrez vous arrêter quand vous voulez pour formuler une hypothèse que l'on ira ensuite confronter à celle de la pseudo-archéologie et à celle de l'archéométrie. Et à partir de maintenant, c'est à vous. Que choisissez-vous de faire ? Ok. Ça y est, je stresse là. Ouais, pareil, je suis en stress aussi. C'est pas un jeu de rôle, il n'y a pas de dés. Pour le congénital, je laisse mes deux camarades décider. Je sais pas. Alors attends, qu'on soit clair, on a donc un objet un peu mystérieux qui pourrait être la clé d'une possible connexion entre les civilisations précolombiennes et de Polynésie, c'est ça ? Tout à fait. C'est un objet de petite taille ? Est-ce qu'il y a des comparatifs qui ont été faits avec Ouais, voilà, l'objet ? justement, Est-ce qu'il y a une datation étape par pour étape. cet C'est là où objet j'aurais Marc, voulu savoir, ouais. Tu veux en savoir plus sur l'objet en lui-même ? Ouais, est-ce que c'est un Ouais. gros objet ? Est-ce que c'est un petit objet ? Alors Bah, pour c'est vous, quoi, 8 cm sur 6, non, c'est ça? C'est ça. 8 Alors, cm pour sur 6, vous, ok. désolé, chers auditeurs, mais je mets une image Oh, pour Ah, yeah. Dans le les Discord. compagnons. Donc, voici Mm. un descriptif de Ok. l'artefact. ok. Il s'agit d'une pointe triangulaire, taillée sur 2 faces dans de l'obsidienne. Les dimensions et la masse de l'objet suggèrent que celui-ci est trop grand pour être utilisé efficacement comme pointe de flèche ou de saguet. En fait, le spécimen peut avant tout être décrit comme un biface triangulaire. Ceci dit, le décrire comme une pointe de lance ne semble pas non plus inapproprié. Il est C'est vrai joli. qu'en hein. la regardant comme ça, tu penses Il y a un effectivement à une embranchement pointe de lance déjà. en premier. Bah, après, je suis d'accord avec Seb. Peut-être que si on pouvait essayer de faire des éléments de comparaison entre ce qu'on Déjà, retrouve sur d'autres sites. Est-ce que c'est possible d'avoir une datation ou pas du tout ? C'est vraiment hors contexte Alors. of Doom. Je vous laisse choisir, soit on part sur la datation, soit on part sur une comparaison. Sachant qu'on pourra faire les deux, mais c'est juste On peut faire pour, les deux, pour partir oui. dans l'ordre. On peut partir sur la datation. On n'a qu'à dire qu'on Ouais, je a dirais envoyé le par contre rapport carbone 14, peut-être, Ouais, voilà. Et après, Alors, on fait de la une, couche un stratigraphique. comparatif. Alors le problème, c'est que l'artefact est en dehors de Ouais, son c'est ça, lieu c'est pour ça que je Ah, demande si d'accord. c'est découverte, possible. mais il existe une méthode de datation spécifique à l'obsidienne, appelée hydratation de Ah ouais l'obsidienne. Non. Tout à fait. En fait, lorsqu'un objet est fabriqué, Ouais. il se forme à la surface des éclats fraîchement débités, une couche hydratée en surface dont l'épaisseur croît au fil du temps. Et la mesure au microscope de l'épaisseur de cette couche permet d'évaluer la durée écoulée depuis le débitage. Incroyable. Il s'agit donc d'une méthode de datation relative qui nécessite d'être calibrée par d'autres méthodes de datation pour donner une date calendaire. Cependant, la formation de cette couche diffère selon le type d'obsidienne utilisé et le climat. Du coup, il est nécessaire de connaître la provenance de l'obsidienne pour pouvoir la dater. Et avant d'être daté, l'échantillon subit une préparation spécifique, un nettoyage dans un bain à ultrasons avec de l'éthanol ou du méthanol afin d'enlever les impuretés. C'est une bonne piste, mais notre artefact n'a pas été daté malheureusement. Ah. Je me permets de faire un aparté. Ça marche Oui. pas ça marche avec l'obsidienne, mais ça marche pas avec le silex, le truc de l'hydratation. Non, c'est vraiment complètement spécifique ouf. à l'obsidienne. Je suis bluffé. C'est dingue. Bon, il y a pas mal de contraintes, mais quand ça marche bien. Bah, pendant que j'ai la bouche grande ouverte suite à ce nouvel apprentissage, je vous laisse les autres faire leur comparatif. Oui, faisons un comparatif. Ah ouais, Donc, des en fait, comparatifs vous voyez- avec des objets de Polynésie et de Tout à d'Amérique. fait. De nombreux aspects de l'artefact sont incompatibles avec ce qui se trouve dans le registre précolombien. Et en premier lieu, sa taille, sa dimension, en fait son apparence générale et sa technique qui a l'air plutôt grossière. Il possède cependant une vague similarité avec une préforme de pointe de flèche de la culture tardive de Teotihuacan, bien que ses dimensions et son épaisseur restent excessives. Sa qualité et sa technologie sont également moindres que les artefacts en obsidienne fabriqués en Amérique centrale ou par les Polynésiens présents à Hawaï dès le 6e siècle de notre ère. Ok. Mais c'est un fake.
C'est vous, hein, Oui. c'est vous qui menez l'enquête. Parce que, attends, du coup, si j'ai bien suivi, ça correspond pas du tout à ce qui se fait ni en Précolombie, ni en Océanie, en fait. C'est vous qui menez l'enquête. Mais, Et mais du on coup, n'aurait alors, pas un attends, parce que spécialiste, on connaîtrait pas un Mais- spécialiste sous la main hein si ça correspond, entre guillemets, à rien, si ça ressemble vaguement et que ça ne correspond pas, comment ils en sont arrivés à la conclusion que c'était un lien c'est précoce ça. entre la Polynésie et le... Ça n'a aucun sens. Non, pas la Polynésie, qu'est-ce que je raconte là-bas? Si? Je sais plus. Alors, La Papouasie. Roman voulait consulter des experts. Eh bien, consultons des experts. Ok. L'idée d'une traversée transpacifique est envisagée depuis plusieurs décennies dans le milieu universitaire. En 1950, l'expérience du Kon-Tiki, soit la construction et la navigation d'un navire polynésien via des techniques traditionnelles, a démontré qu'une telle traversée était tout à fait possible. Mais le fait que ce soit possible ne signifie pas pour autant qu'elle ait eu lieu. Dans les années 60, des chercheurs ont interprété des similitudes entre les céramiques de la culture de Valdivia, de la côte de l'Équateur, et la culture Jomon, de l'ouest du Japon. Malgré tout, les recherches de ces 200 dernières années n'ont pas fourni de preuves matérielles certaines en faveur de tels échanges transpacifiques depuis bien sûr la submersion de la Béringie. Pourtant, il existe un faisceau d'indices raisonnables, bien que sujet à débat, d'un contact tardif entre des navigateurs polynésiens et les habitants de la côte d'Amérique du Sud. Tout d'abord, il y a une similitude linguistique notable concernant les mots désignant la patate douce entre la Polynésie et la côte équatorienne et péruvienne. Et c'est également le cas des mots désignant les poules et la volaille domestique. Or, la patate douce est originaire d'Amérique et les poules ne se retrouvent pas dans la faune autochtone américaine. D'un point de vue génétique, il existe aussi une petite part de gènes natifs américains chez les populations polynésiennes, suggérant un événement de contact dans le passé, localisé très probablement sur la côte de l'Équateur. Et enfin, il y a une minorité de chercheurs qui envisagent la possibilité d'un bref contact entre les Polynésiens et les populations natives du sud de la Californie, basé sur des similitudes linguistiques et techniques spécifiques à la fabrication de canoës en planches. Donc tout cela rend l'idée d'un contact peut-être ponctuel tout à fait possible entre populations polynésiennes et précolombiennes. Ok, donc c'est possible, mais ça explique pas pourquoi l'objet est nul. Parce que concrètement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est sur un objet qui est technologiquement inférieur à ce qui devrait être pratiqué par les deux côtés pendant ces périodes-là. C'est pour ça que moi, ça me donne Alors, on l'idée... n'a pas de période. Mais non, mais c'est qu'on n'a pas de période. On n'a pas de datation. Donc on ne sait pas si c'est plus ancien que la plupart des objets connus. Ouais. Oui, mais il Est-ce avait que l'air c'est- de sous-entendre qu'en termes de comparatif, ça marchait pas d'un côté comme de l'autre, quoi. C'est pour ça que moi, ça me fait plus penser à un truc qui aurait été fabriqué dans le but de créer une preuve archéologique pour soutenir un propos, quoi. Et puis Hmm. surtout, moi, ce qui Donc, me rien au perturbe, fake. c'est quoi la gang, entre guillemets, de boue qu'il y avait dessus que le Mm. mec, il a viré à l'alcool, Ah. parce que... Ouais, voilà, Mais c'est ça aussi. justement, Ouais. déjà, je trouve qu'il y a deux choses peut-être à voir. C'est retrouver le point géographique où ça a été pseudo-trouvé, Mm. pour être sûr. De voir un peu ce qu'il y a, quel est le... Autour, oui. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui est autour, qu'est-ce qu'on peut trouver là, comment est la Tout à fait, Terre, ouais. etc. Et puis entendre à nouveau les personnes qui auraient trouvé ça. Aller les rencontrer. Bon, vous partez là-dessus ? Moi, je suis assez d'accord pour Ouais. aller faire un tour sur le site entre guillemets archéologique On se fait une petite aventure, Ouais. une petite rando. et essayer de Rando faire à des Hawaï. analyses d'échantillons. On prend tout le Potentiellement. matos qu'il Alors, faut. du coup, les randonneurs, bien qu'ils aient fourni bon nombre de détails, restent vagues sur le lieu de leur découverte. Ouais. Il n'est Ouais, pas c'est un peu possible trop de le vague. définir exactement. On sait juste que ça a eu lieu au niveau du cratère de Haleakala, et il va falloir essayer de trouver d'autres pistes. Mais du coup, Roman, comme tu disais, écouter les randonneurs, ça peut être une bonne piste. Moi, je propose, au-delà de les écouter, d'aller les rencontrer. Parce que Tout à les fait. écouter derrière un téléphone, c'est mignon, mais moi, je veux voir leur tête. Je veux Eh voir bien, les en fait, mimiques, tu vois. Le Non, mais parce témoignage... que ce sont des rednecks. On veut On est un savoir. JDR, ok. Alors, dans les limites de ce qui est possible, en fait, voilà, les randonneurs ont pu offrir un témoignage de première main. Cependant, aucun élément ne permet de le recouper. Si leur histoire est plutôt vague, il y a certains détails qui sont très spécifiques, comme le fait que la pointe aurait été enterrée ou couverte de boue. L'un d'eux raconte « Je me suis éloigné du sentier. Il y avait un tas de rochers, et celui-ci se démarquait. Je me suis penché pour le ramasser. C'était un morceau d'obsidienne. Et quand j'ai commencé à l'essuyer, j'ai vu que c'était une pointe de lance. » Un autre dit « Il m'a montré une pierre couverte de boue. J'ai pris ma trousse de premier soin, mais j'ai fait le mauvais choix. Je l'ai nettoyée à l'alcool.
On ne devrait pas faire ça, car ça rend la datation plus difficile. Des photos prises soi-disant au moment où la pointe de lance a été trouvée montrent pourtant qu'elle était complètement propre. Autre fait curieux, l'affirmation d'avoir fait le mauvais choix en la nettoyant à l'alcool, car ça rend la datation plus difficile. En fait, aucun des inventeurs n'est archéologue ou géologue. Ouais, du coup, comment il savait que l'alcool, ça... Non, mais il l'a peut-être dit après, ça. Ouais, après coup, ils ont réagi dans l'impulsivité. Après s'être fait engueuler, ouais, peut-être. Par contre, j'adore tes Ça voix, fait partie de Nico. leur point, C'est fabuleux. très J'avais drôle. l'impression Ouais. d'être sur les chaînes de J'adore. télé avec le doublage par-dessus la C'est VO. ça, quoi. ouais. En gros, t'es en train de dire qu'il fait des doublages pourris. Je sais pas comment il faut qu'ils le prennent, là. Non, mais on est dans parle l'ambiance d'archéométrie, RMC, quoi. Il faut rajouter des éléments, sinon... Pardon. C'est vrai. Alors, en fait, Nico passe Alors- beaucoup trop de temps sur RMC, je crois. Ouais, c'est ça. Non, alors ok, donc du coup, moi, on va j'ai une nulle part question. avec ça là. On est dans un endroit, il y en a un qui dit qu'il y avait plein de rochers partout et il voit ça qui dépasse. Faut le voir quand même déjà, alors qu'il y a plein de rochers de partout qui dépassent. Mais bon, pourquoi pas. Oui, c'est ça, oui. C'est ça qui m'embête un petit peu dans un premier temps. Ensuite, c'est Il lequel parle- qui s'est fait un tatouage? je sais pas. Oh, bah bon, enfin. Non, par contre, Mais dans une enquête, c'est important. j'ai une question. Est-ce que il existe sur des sites un peu similaires à celui qu'on est en train d'arpenter des cas d'objets archéologiques qui remontent réellement à la surface comme ça? C'est une bonne question. Je ne pourrais pas t'en Ah dire. merde. Malheureusement, vous avez déjà interrogé les experts, mais Ah, mais ils c'est sont parti. partis sur les contacts transocéaniques. Est-ce que l'endroit du coup de la rando, il y a vraiment plein de boue partout? C'est commun, on s'est connu, on le sait, ou ça paraît bizarre sachant que on est quoi? On est près d'un point d'un volcan, non? Je sais plus. Ouais, vous êtes près d'un volcan. Je vais essayer de trouver. Alors, si vous appelez Haleakala, Haleakala, vous avez un peu l'ambiance générale. Ok. Très très beau. Très joli. Waouh. Welcome to Haleakala National Park. Et c'était quand? 2009? 2008? 2009. 2009. Ok. Mhm. Bon, on va élargir les horizons. On a fait une comparaison entre les deux pôles culturels qui nous intéressaient. Est-ce que si on élargit les horizons, on trouve une culture lithique qui ressemble à ce qu'on a sous les yeux? Personne ne l'a envisagé. Du coup, je ne vais pas m'avancer Ah, merde. dans cette direction. Merde, 2 fois que je me plante, putain. Non, non, mais franchement, c'est bien. Après, ouais, enfin, C'est sûrement Oui, plus simple à enfin, dire, ouais, je pense. bah oui, enfin, si vous voulez peut-être plus rester sur l'objet en lui-même, il y a peut-être des choses éventuellement à voir. Est-ce qu'on l'a analysé au microscope, cet objet Ouais, j'allais poser la question effectivement. Je crois pas. Hein. Ça, c'est une bonne question. En fait, l'artefact est exceptionnellement propre quand vous le regardez à la microscopie optique. Avec un grossissement de 100 fois, vous ne voyez aucune accumulation de sédiments, caractéristique d'un dépôt archéologique dans Ouais, les mais ça va pas. micro-fissures de surface. L'absence absolue de sédiments dans les milliers de rainures microscopiques suggère soit que l'artefact n'a jamais connu d'enfouissement, soit qu'il a été rigoureusement nettoyé à l'aide d'un bain à ultrasons. Par ailleurs, il n'y a aucun effet d'altération, par exemple des rayures, du polissage, ni de patine. Il n'y a aucun nettoyage à l'alcool ou autre qui serait capable d'éliminer les effets de l'altération du temps sur un artefact en obsidienne. Et l'absence d'abrasion ou de patine suggère que l'objet n'a pas été exposé aux éléments ni enterré. Ouais, mais c'est un Oh, fake. c'est mort. C'est un C'est fake. un fake. C'est un fake. Le mec peut pas avoir nettoyé ça à Mais l'alcool. non. Enfin, c'est un alcool qu'il avait dans une trousse de secours. Alors, excusez-moi, mais s'il se nettoie avec ça, putain, il est mort, le type. Donc, c'est un problème. Non, et puis Non, non. si au niveau des traces d'usure, il y a rien, C'est du faux. c'est que c'est du faux. Mais oui. Moi, je propose qu'on présente ça aux autorités. Ouais. Ouais. T'es d'accord, Seb, avec nous? Ou tu veux aller plus loin? Est-ce que les randonneurs, ils ont jamais, au grand jamais, réussi à montrer l'endroit précis où ils avaient trouvé l'objet? Non, ils sont jamais réussi. D'accord, non, bah c'était juste ça. Ok. C'est le mec, il a taillé sa flèche et puis il a fait, oh, bon, et puis il l'a jeté. Bah, Jeté, je suis pas Je sûre. suis même que- pas sûr, hein. Je pense que moi, la théorie que je pense, c'est que c'est les randonneurs qui l'ont fait, ou alors qu'ils sont tombés sur un faux site, et que c'est ça qu'ils ont ramené, quoi. Autre hypothèse, Oui. est-ce que c'est pas une formation naturelle, mais qui a exceptionnellement pris la forme d'un truc Ouais. qui semble taillé? Alors, comme s'il y avait des chevaux, par exemple, Ouais. qui étaient passés dans... Ne serait-ce pas l'occasion de se pencher sur la technologie lithique, peut-être? Peut-être, oui. Ah bah oui, hein. Allons-y. Alors, en se concentrant sur la technique de taille, on peut voir que certaines parties, en forme de plaques écrasées sur la tranche, n'ont pas été complètement retirées pendant la taille.
Ces plaques peuvent être facilement enlevées avec des méthodes de taille par pression ou simplement par l'abrasion due à l'érosion ou l'usage de l'outil. Donc cela tend, encore une fois, à montrer que l'artefact n'a pas été utilisé de cette manière. Les traces d'enlèvement d'éclat sont courtes et larges, caractéristiques de l'utilisation d'un percuteur dur, et se trouvent sur l'ensemble de la pointe. Il s'agit donc vraisemblablement d'une même pierre qui a permis de tailler l'objet dans son entièreté. Cependant, pour un travail de précision, comme une pointe d'arme, cette technique, elle est vraiment pas très efficace. Un percuteur dur, c'est un bon moyen pour éliminer de la masse, mais ça reste plutôt imprécis et ça permet surtout aucun travail de finition. C'est plutôt inhabituel s'il s'agit d'un artefact précolombien. L'objet ne présente aucune retouche par pression ni bord dentelé. Il n'est pas non plus taillé autour d'une ligne médiane qui aurait permis d'avoir une surface plus uniformisée. Tout cela suggère une production relativement rapide et peu précise, une absence d'expertise de la part du tailleur qui se serait plus concentré sur le fait de donner une forme générale que de réaliser un outil fonctionnel. D'accord. Donc du coup, c'est pas naturel. C'est pas naturel. Donc c'est pas naturel Non, et mais- c'est pas une pointe de flèche parce que... Parce que c'est un mec qui a essayé de faire une pointe de flèche, de faire donner la Ouais. forme d'une pointe de flèche pour pouvoir Oui, c'est ça. gagner de Mais l'argent. t'as pas la volonté derrière de Je suis très virulent, je me rends compte. trancher, tu vois. Ouais. Non, mais moi, je reste. Est-ce que c'est vraiment une pointe de flèche? Mais non, moi, Blanche. honnêtement, je reste sur mon idée primaire. Je pense que ça n'est pas un véritable artefact archéologique. Ouais, je suis du même avis que toi. Alors et si par ça se la trouve, on va poste, se avoir un retour de bâton. par la poste, vous venez de recevoir les analyses de provenance, donc qui indiquent la source géologique de l'obsidienne. Vous savez, le laboratoire oui. d'archéométrie du Mhm. début. En fait, les analyses physico-chimiques ont été réalisées à l'aide d'un spectromètre de fluorescence des rayons X portables qui permet d'avoir la composition chimique du matériau sans avoir besoin de prélever d'échantillons. Donc il s'agit d'une analyse dite non invasive et plutôt rapide à réaliser. Elle permet de quantifier les éléments majeurs, donc en quantité supérieure à 0,1%, les éléments mineurs entre 0,1 et 0,01%, et les éléments traces inférieurs à 0,01%. Si les éléments mineurs et majeurs se trouvent à des concentrations similaires dans l'obsidienne, ce n'est pas le cas des éléments traces qui sont, eux, liés à la source de la matière première. Ils servent donc de marqueurs de la provenance de l'obsidienne, une sorte de passeport chimique propre à l'origine de chaque source d'obsidienne dans le monde. Et ainsi, d'après la composition chimique de cette pointe, l'obsidienne est distincte de la seule source d'obsidienne exploitée à l'ère précoloniale dans l'archipel de Hawaï. Et en réalité, la seule source connue qui correspond est celle de la Sierra de Pachuca numéro 1 au Mexique. Donc à environ 90 km au nord de Mexico et à plus de 6000 km de Maui. Ça renforce l'idée qu'on a. Hein. Du coup, votre hypothèse, Moi, c'est toujours la même. Hein. C'est un faux. un faux. C'est un faux. C'est des mecs qui ont fabriqué ça à partir de. C'est quoi la nationalité des randonneurs déjà? Bonne question. Je sais pas. Ah, parce que s'ils sont Oh. mexicains, c'est génial, tu vois. Enfin, Ils sont américains. c'est américain, ok. Oui, bah un petit voyage, hein, ça se fait. C'est à combien de temps de la frontière C'est quoi leur métier, leur américaine le... Tu m'as dit que c'était où Je le, pense mon enquête le volcan policière des conneries, là. C'est à 90 km au nord du Mexique. Mais si vous voulez, on peut aller faire un tour. Sierra des comment on tu peut dis aller faire un tour? Ouais. Ah bah, Ok. Bah moi je veux bien, ouais. Ouais, je vais y aller, dans ouais, hein. 15 jours. Hein. Alors la Sierra de Pachuca, c'est un dépôt volcanique d'environ 250 km² dans lequel se trouve la source de 3 variétés chimiquement distinctes d'obsidienne. L'une de ces variétés, appelée Sierra de Pachuca numéro 1, a été largement exploitée pendant et après l'ascension de l'état de Teotihuacan entre 100 avant et 550 de notre ère. L'importante exploitation de cette source à l'époque précolombienne a contribué à en faire l'une des principales obsidiennes échangées entre les centres économiques et politiques du centre du Mexique. Donc, les états de Teotihuacan, Tula et Tenochtitlan. Dans ces régions, l'obsidienne de Sierra de Pachuca 1 représente plus de 20% des dépôts archéologiques de l'obsidienne, du 7e au 16e siècle de notre ère. On en retrouve jusque dans l'Oklahoma au nord et au sud jusqu'au Honduras et au Salvador. Cependant, la présence de cette obsidienne dans les couches archéologiques décroît de manière presque exponentielle avec la distance par rapport à sa source. Par exemple, sur les sites mayas au Guatemala et dans le Yucatan, elle est présente à des fréquences très faibles, moins de 1%. De nos jours, l'obsidienne de Sierra de Pachuca 1 est aussi exploitée, mais cette fois à un niveau quasi industriel,
pour la production et la vente d'articles touristiques à travers le Mexique. Des pointes de flèches souvenirs pour des touristes peuvent être achetées près de la plupart des grands sites archéologiques autour de Mexico et dans les boutiques de souvenirs. La source de l'obsidienne de Pachuca est aussi une ressource majeure pour le commerce touristique à Teotihuacan, et d'ailleurs il existe même un festival annuel de l'artisanat de l'obsidienne qui s'appelle le Festival International de la Obsidiana. Oui, bah, On du va coup, dans voilà, une ça vient boutique de de là, quoi. souvenirs. On pourra pas aller plus en détail au niveau du Mexique. Oh, mais comment ça on peut pas aller dans les boutiques? C'est pas un jeu de rôle. Quel dommage. Non, ouais, hein, Non, mais c'est- voilà. clairement, il y en a un qui avait ça dans sa poche, il a pas fait gaffe, il a fait tomber, et les deux autres sont arrivés là, pendant leur rando, ils ont fait « Oh mon Dieu, regarde !» Et puis ils sont repartis avec, et puis voilà. Ah, j'aime bien l'idée. Bon, c'est pas ça du coup. Mais ça a Ah, non, été- non, mais ça- c'est- bah, c'est- c'est il y a vous une qui réponse décidez. d'ailleurs à ton truc, ça a été établi ce que c'était ou pas parce que... Ah bah, je sais C'est pas, le c'est but. vous C'est nous qui connaissez l'établissons maintenant, Voilà. Seb. l'enquête. Exactement. Ah. Non, Ça moi en je. parle. Moi, je il y pense a que Aramis je suis comme qui est là. Marc, que c'est un objet fake et que c'est une babiole à touristes qui s'est retrouvée là parce qu'il y en a un qui l'a paumé, comme dit Roman, Ouais. et puis voilà. Moi, je trouve que le scénario est pas trop dégueu comme ça. Ça marche. Ben, restons là-dessus. Il y avait d'autres pistes éventuellement à envisager. Après, on va passer aux hypothèses. Il y avait la piste de la pseudo-archéologie, essayer d'en savoir un petit peu plus sur Ah oui, c'est vrai qui qu'on aurait est pu aller Scott là-dedans. Walter, faire le point sur la littérature. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, bon, je vous le dis pour Ouais. la forme. Donc, Scott Walter, il a été présentateur d'une émission consacrée à l'exploration de prétendus mystères archéologiques. Ouais. Il parle entre autres de nombreux artefacts en Amérique, notamment supposément importés par les Hébreux ou alors les Templiers, voire les Celtes qui auraient bâti des Ah oui, sites d'accord. sur place et bien d'autres encore. Ah. Et du coup, si vous avez suivi ma chronique un peu sur les extraterrestres et les natifs américains, vous savez que ce type d'assertion est relativement normal dans le registre pseudo-archéologique de ces 100 à 200 dernières années. Et d'ailleurs, pour l'astuce, une telle stabilité ou stagnation des idées dans le temps, c'est une des caractéristiques communes à toutes les pseudosciences, selon Matthew Bollinger. Walter partage aussi le fait que, par exemple, le reste de l'homme de Kennewick, qui est un corps qui a été retrouvé dans l'état de Washington, et qui est âgé de 9000 ans, donc un corps qui remonte à assez longtemps, en fait, il affirme que c'est celui d'un explorateur polynésien. Pourtant, il y a bien des études qui ont été réalisées qui montrent que ce n'est pas du tout le cas, ne serait-ce que d'un point de vue génétique, ou si on prend en compte l'expansion polynésienne à l'époque. Et en fait, presque tous les artefacts et idées prétendument cachés présents dans l'œuvre de Walter ont fait l'objet d'enquêtes par des experts qui aboutissent à des explications relativement banales pour chacune de ces affirmations. Walter présente aussi parfois des informations archéologiques fiables, actuelles et des interviews de chercheurs. Cependant, et c'est plutôt un classique dans la pseudo-archéologie, il mélange harmonieusement des informations factuelles avec ses propres interprétations et théories du complot. Et s'il n'y avait qu'aux États-Unis. Ouais, oui, bah ça c'est généralisé, malheureusement. Il y avait une piste qui aurait pu être intéressante, qui était d'aller voir sur Internet. Parce que sur Internet, on peut facilement acheter des fausses pointes de flèches de ce type, qui ressemblent un petit peu à notre artefact. Et la plupart viennent du Mexique, et plus particulièrement sont liées à l'obsidienne de la Sierra de Pachuca. Ouais. Il y avait aussi enquêté sur YouTube, genre regarder des vidéos pour voir s'il y avait des choses qui pourraient correspondre. Et en fait, sur YouTube, on trouve plusieurs vidéos de personnes qui taillent des pointes en obsidienne, et sur l'une d'entre elles, on voit notamment un artisan mexicain de la Sierra de Pachuca qui produit une sorte de couteau bifacial assez grand qu'il affirme vendre aux touristes. Et ce qui est frappant, c'est qu'un artefact contemporain ayant vaguement une apparence précolombienne peut être produit en moins de 10 minutes en utilisant une technique rapide de percussion axée uniquement sur le contour général et la forme de l'objet avec un percuteur dur et sans aucune Donc, ça finition. colle. Et oui. Ça colle. Ouais, ouais. Et enfin, il y a une piste, mais c'était la piste la plus compliquée, je pense, à trouver. C'est la piste du New Age. Parce que dans la spiritualité contemporaine New Age et la lithothérapie, l'obsidienne est censée conférer un certain pouvoir allant de la protection à la guérison spirituelle, physique et émotionnelle. Et pour l'archéologue Janet Six, il s'agit d'une piste qui est très intéressante concernant l'arrivée de la pointe à Maui. Car en effet, le 16 et 17 août 1987 eut lieu un événement à l'échelle mondiale dans le milieu New Age. Un peu partout sur Terre, il y a des adeptes qui se sont rassemblés dans des lieux précis pour effectuer des cérémonies, des chants, des méditations, des prières et d'autres activités. Cet événement, il est connu sous le nom de convergence harmonique.
Et parmi les lieux de rassemblement se trouvent des sites supposément sacrés, comme Teotihuacan par exemple, ou encore plus intéressant, le volcan de Haleakala. Et parmi les activités New Age, les pratiquants ont déposé ou enfoui des objets votifs, comme des cristaux, des pierres, en tant qu'offrande et pour recharger leur prétendu pouvoir. Selon Janet Six, la pointe d'obsidienne a donc pu se retrouver à Maui à cette occasion. Et en creusant un peu, il se trouve que ce type de comportement se poursuit encore de nos jours parmi les praticiens New Age sur les nombreux sites de la convergence harmonique. Et ça, c'est assez fou, je trouve, et assez inquiétant. J'aime bien le inquiétant à la fin. Ouais, ouais, parce Tu sais, que... il est à moitié étouffé, tu sens que... C'est un peu inquiétant. Donc voilà pour les pistes que vous aurez pu envisager. Maintenant, il est temps de passer à l'hypothèse pseudo-archéologique. Donc l'hypothèse de Scott Wolter suggère que l'artefact en obsidienne trouvé à Haleakala est une preuve de contact précolombien entre la Polynésie et l'Amérique, et plus probablement des Mayas. L'argument principal se base sur le fait que l'obsidienne, provenant du centre du Mexique et se retrouvant à Hawaï, est une preuve de contact transpacifique. Ceci remettrait ainsi en question les connaissances établies sur les voyages et les échanges précolombiens. Cette thèse, il la présente dans une émission intitulée The Spearhead Conspiracy, ou la conspiration de la pointe de lance. Ces échanges seraient bien entendu cachés et dissimulés par ceux qu'il appelle les archéologues mainstream. La pointe serait un objet de prestige ou réalisé à des fins cérémonielles, ce qui explique qu'il n'y a pas de traces d'utilisation. Wolter affirme que l'objet a été confisqué par le personnel du parc national d'Haleakala et qu'il s'agit d'une preuve de la conspiration au niveau gouvernemental. Il dit « J'ai vu des choses étouffées, passées sous silence. J'ai vu toutes les excuses du monde que les gens peuvent imaginer pour dissimuler un artefact, pour essayer de montrer qu'il n'est pas réel, que c'est un faux. Le fait que le National Park Service ait confisqué la pointe de lance en obsidienne me dit que c'est encore plus important que je ne le pensais. » Petit détail, mais pas des moindres, vous avez remarqué que Scott Wolter propose que ce sont les Mayas, ou bien les Chumash aussi de Californie, voire des peuples andins d'Amérique du Sud qui sont à l'origine de la fabrication de l'objet. Et pour une raison que j'ignore totalement, il ne mentionne ni les Aztèques ni la culture de Teotihuacan, qui aurait pu au moins être cohérent avec les analyses physico-chimiques. Du coup, il faudrait une hypothèse de pourquoi Scott Wolter a privilégié les Mayas. Et maintenant, l'hypothèse de Matthew Bollinger. Donc selon lui, l'artefact provient bien du Mexique, mais il a été produit de manière précipitée, avec une préoccupation principale pour la forme générale et l'apparence, et non dans le but d'en faire un objet fonctionnel. L'aspect grossier et l'absence de toute finition excluent qu'il ait pu être un objet cérémoniel ou votif. Tous les indices pointent vers une production récente, comme vous l'avez très bien remarqué, étant donné les similarités avec les objets touristiques disponibles à l'achat au Mexique et sur Internet. En ce qui concerne son arrivée à Hawaï, pour lui, les conclusions sont plus incertaines, mais il n'y a pas de raison de se concentrer uniquement sur une hypothèse impliquant un contact précolonial, comme vous l'avez fait d'ailleurs aussi. Au moins 2 hypothèses raisonnables pourraient expliquer la découverte de l'artefact en ce lieu, en incluant tous les éléments de l'enquête. Et les preuves semblent s'accumuler en faveur d'un voyage transpacifique à l'époque contemporaine. Donc la première hypothèse qu'il émet, c'est celle d'un dépôt par un croyant de la spiritualité New Age pendant ou après la convergence harmonique de 1987, bien qu'il soit impossible de le prouver avec certitude. La seconde est celle de la tromperie intentionnelle, d'un acte malveillant ou de désinformation volontaire, étant donné que les seules informations sur l'état initial de l'objet proviennent de témoignages non vérifiables. En gros, et c'est un peu votre conclusion aussi, une supercherie. Mais là aussi, il convient de faire attention parce que c'est malheureusement impossible à prouver. Ceci dit, ces hypothèses ne font pas appel à une série de postulats infondés, à une confusion entre des périodes et des cultures, et ne soutiennent pas le transport transocéanique précolombien d'une pointe de lance grossièrement fabriquée ou l'existence d'un complot organisé à grande échelle. Bollinger se prononce en faveur d'explications plus simples et peut-être aussi plus cohérentes avec le contexte général. Donc pour terminer, déjà je tenais à vous remercier d'avoir participé et vous aussi d'avoir donné votre hypothèse. Si vous arrivez à des hypothèses différentes, mettez-les en commentaire, parce que ce sera toujours intéressant à voir. Mais pour terminer, cette découverte alerte sur les dangers du retrait d'artefacts par des personnes en apparence bien intentionnées, et la récupération sensationnaliste de pseudo-archéologues ayant d'importantes lacunes en archéologie.
Matthew Bollinger rappelle que le retrait non autorisé d'artefacts culturels constitue potentiellement un délit. Ça dépend des pays, ça dépend des régions et des endroits. Et beaucoup de questions demeurent sans réponse, justement parce que l'artefact a été retiré de son contexte. De plus, le fait d'en parler dans une émission de télévision, comme le fait Scott Walter, peut encourager ce type de comportement auprès du grand public. Les conséquences sont donc très graves, parce que priver un objet de contexte archéologique empêche d'en connaître son histoire et participe à alimenter des récits pseudo-archéologiques et conspirationnistes. Mais le pire, c'est que s'il y avait une conspiration visant à cacher des preuves d'un contact polynésien avec le continent américain, c'est sans doute l'une des conspirations les plus nulles jamais conçues. Parce que la question, en fait, elle a jamais été taboue dans le monde académique, et il existe des dizaines et des dizaines, voire des centaines de publications à ce sujet. Voilà, pour ma petite chronique. Bravo. Bravo. Merci à toi. beaucoup. Ouais. Bravo Encore pour ta une fois. performance des voix aussi, C'est clair. des intervenants. Vraiment. On Et s'y croyait. encore, On s'y croit. j'ai pas fait l'accent anglais ou américain. Ah, t'aurais pu pousser le truc jusqu'au bout, tu vois. Je me suis dit Ouais, que t'es marrant. c'était la limite du racisme ou du cliché. Non, mais le petit côté voix RMC de documentaire. Ah, par de contre, ouais, t'as la minuit- voix de du minuit et demi, documentaire. tu vois. T'as clairement la voix du documentaire, ça passe très bien. Ouais. Et d'ailleurs, franchement, je vois très bien ce genre de choses passer à la télé, justement sur RMC, Ouais, tard le complètement. soir, genre chasseur d'obsidienne, tu vois. Alors, j'ai pas trouvé de traces de cette histoire dans des trucs français. C'est pour ça aussi que je me suis permis de la traiter parce que je trouvais que c'était intéressant et que, enfin, je pense que en tout cas en France, c'est pas un cas qui est très connu. En effet, ouais, enfin, je pense qu'il y a des milliers de fraudes comme ça archéologiques ou quoi qu'on peut trouver qui sont peut-être beaucoup plus connues. Mais je trouvais que c'est un bon cas d'école en tout cas de Oh, c'est clair. montrer. Non, Puis mais très sympa. c'était très chouette, très Non, et interactif puis de faire ouais, ça. voilà, la manière dont tu l'as amené était très sympathique aussi. C'est clair. C'était ludique. C'était cool. Ah, yes, merci. Ben, merci Et à même toi. On pourra merci en faire un à JDR du coup. tellement, tellement, mais c'est clair. vous avez Je tellement lâche bien pas mon joué le idée de jeu. JDR. hein. Et surtout C'est bien. qu'au final, vous aviez, vous arrivez à une conclusion qui est à peu près similaire à celle du chercheur. Enfin, en tout cas, On pour, n'avait pas le New pour la Age. moitié. Peut-être vous étiez un peu, c'était une conclusion peut-être un peu définitive, Oui. parce que du coup, on peut pas vraiment prouver ça aussi la nuance, c'est qu'on peut pas prouver que ce soit C'est un vrai. acte volontaire. Et ça, c'est J'étais pas du tout nuancé. Hein, mais... Non, mais en Chance, même oui. temps, on a eu quoi 20 minutes pour réfléchir, ça va. c'est pas Ouais, mais beaucoup, oui. c'est clair. Mais Eux, oui, mais ils dans- ont eu des mois, Dans ça cet va. univers alternatif, ils sont en prison grâce à vous. C'est ça. Moi, je suis allé chercher par la peau du cul et. Marc lui-même y est allé. On a peut-être enfermé des innocents dans un autre plan d'existence. Personne n'est innocent, C'est Seb. possible. Enfin bref. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.